Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour la grande édition du soir. Léa, bonsoir. Bonsoir Chartidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Les immeubles en état de délabrement avancé inquiètent aux HLM. Les propriétaires qui ont saisi la SNHLM souhaitent une solution rapide. Les étudiants de la 43e promotion du CESTI ont reçu leur parchemin ce matin. Le ministre de l'Enseignement supérieur exhorte les récipiendaires à s'inspirer de leurs parents. Alioune Fall, nous vous ferons connaître l'homme dans ce journal. Une page d'histoire. Également dans ce journal, 17 décembre 1962, le Sénégal a failli basculer dans le chaos. 53 ans après, TFM vous fait revivre la crise politique née de la brouille entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. À suivre en fin de journal, le dossier santé qui s'intéresse aujourd'hui à l'excision, une pratique bannie au Sénégal mais qui compte toujours de fervents défenseurs. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Vous regardez la télévision Futur Média, merci d'être avec nous. Pour ouvrir ce journal, direction le quartier des HLM Mariste où l'état de délabrement avancé de certains immeubles inquiète sérieusement les propriétaires. Réunis autour d'un collectif, ces propriétaires ont déjà saisi la SNHLM qui leur avait vendu ces immeubles. Ils veulent que la situation soit diligentée le plus vite possible. Un reportage signé Alassane Ba et Mohamed Dia. L'immeuble G n'a plus d'occupants. Il a été fermé il y a presque 3 semaines. Comme la plupart des immeubles aux HLM Mariste, il menace de s'effondrer. Soucieux, le collectif des propriétaires de ces immeubles alerte. Les gens vivent un calvaire depuis plus de 10 ans. En fait, c'est une situation de stress, d'angoisse, parce que ces immeubles-là présentant des malfaçons depuis le début, c'est-à-dire depuis leur attribution aux personnes qui y habitent. Donc ces défauts se sont aggravés avec le temps et font qu'aujourd'hui, sur certains de ces immeubles, certains appartements constituent donc des menaces pour les gens qui y habitent. L'exemple le plus illustratif, et le dernier, c'est au niveau de l'immeuble G que nous avons en face de nous. Au niveau de cet immeuble-là, au niveau de l'appartement 22, la dalle s'est effondrée. La SNHLM avait trouvé une solution, rassure le collectif, mais celle-ci ne les agrée pas. Effectivement, les HLM ont été saisis tout de suite. Dès que la dalle en question s'est effondrée, les HLM ont été saisis. À l'heure actuelle, alhamdoulilah, les gens qui habitaient cet immeuble-là, l'immeuble G plus précisément, ont été relogés par la SNHLM. Mais le problème qui se pose, c'est que depuis 2004, c'est la solution que préconise la SNHLM. La SNHLM reloge les gens qui sont menacés, paye pour ces gens-là des locations. Ils ont déjà des propositions. Nous sommes des citoyens de ce pays. Nous avons entrepris jusqu'ici une démarche assez républicaine. Nous avons alerté toutes les autorités. On a même proposé à la SNHLM plusieurs solutions. La première consistant à dédommager les gens financièrement, ceux qui le désirent, qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent trouver logement ailleurs. Nous leur avons proposé aussi, pour ceux qui le désirent, d'être logés provisoirement quelque part, le temps qu'on détruise ces immeubles-là, qu'on les reconstruise et qu'on les reloge dans un espace qui est de surface égale à ce qu'ils occupaient. Des correspondances ont été adressées au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, nous dit le porte-parole du collectif. Ils espèrent une solution rapide à leurs problèmes, mais avant cela, ces pères et mères de famille ne dorment que d'un seul œil. Nous parlons à présent des retraités du Sénégal qui lancent une pétition nationale pour faire auditer l'IPRES. Ils ont reçu le soutien de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal. La FGTS décide de les accompagner à durcir le combat. Là-dessus, nous écoutons les explications de Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS, au micro de Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Au-delà des questions de rémunération, de mensualisation qui a créé le tollé, nous voulons que les autorités engagent un audit complet et exhaustif de l'IPRES pour qu'on sache
quelles sont les ressources de l'IPRES, aussi bien financières, immobilières que mobilières, et ensuite que le fichier des retraités et des actifs soit audité aussi. Donc parce que nous voulons la transparence, puisque le chef de l'État lui-même a parlé de gestion vertueuse et sobre dans ce pays. Donc il est temps que l'IPRES se mette au diapason de cette gestion. Nous allons faire une pétition nationale sur l'ensemble du territoire pour demander cet audit et l'exiger. Et à partir de maintenant, nous n'allons pas lâcher. Il ne faut pas qu'il croie que c'est un épiphénomène, que nous avons fait simplement une déclaration d'intention. Nous allons exiger, suivre jusqu'au bout cet audit. Après l'audit, s'il le faut, la fédération engagera une marche de protestation contre la nébuleuse, la gestion de l'IPRES. Une trentaine de pays africains, dont le Sénégal, confrontés à de sérieux problèmes de chômage, de santé et d'éducation. Ce sont donc les résultats des enquêtes menées par l'Afrobaromètre. Par où commencer, concilier les objectifs de développement durable et les priorités populaires, c'est l'intitulé du rapport réalisé par l'Afrobaromètre. Hervé Akinocho est le directeur du Centre de recherche et de sondage d'opinion propre. Il est au micro de Fatou Kiné. La première priorité, c'est le chômage. Les citoyens africains veulent que leur gouvernement s'attaque au chômage. Ensuite, ils ont trouvé que la santé est la deuxième de leurs priorités et qui est suivie par l'éducation. Donc voilà les priorités sur lesquelles les Africains pensent que nos gouvernements devraient mettre un effort supplémentaire pour permettre de régler ces problèmes-là qui traînent depuis un certain temps. Au Sénégal, par exemple, on a en première position, c'est la santé qui est venue loin devant les autres, suivie par l'agriculture et le chômage après. Donc on voit que suivant les pays, effectivement, les priorités diffèrent. Et le coordonnateur national d'Afrobaromètre Sénégal invite les pays africains à davantage articuler leur politique publique autour des besoins des citoyens. Écoutons le professeur Babali Sall, il est au micro de Fatou Kinedem. Ce que les citoyens africains en général et sénégalais en particulier ont répondu, ont dit, c'est qu'ils sont prêts à faire des sacrifices au plan des impôts et des taxes pour que l'on puisse régler un certain nombre de problèmes prioritaires. Vous l'avez vu par exemple pour les Sénégalais, si le gouvernement devait investir dans la santé, ils sont prêts à consentir des sacrifices en termes d'impôts et de taxes. Ça veut dire tout simplement que du point de vue des politiques publiques, les gouvernements africains doivent s'évertuer à mettre en place un certain nombre de mesures et d'actions aptes à résoudre les problèmes prioritaires des Africains. Je vous le disais en sommaire, à la 43e promotion du Centre d'études et sciences et techniques de l'information sur le marché du travail. La cérémonie de remise des diplômes, Léa, a vécu ce matin. Tout à fait, cher Tidiane, issu de la promotion Alioune Fall. Ces nouveaux diplômés en journalisme ont reçu les conseils d'anciens du CESTI qui leur ont demandé d'exercer leur métier dans l'éthique et dans la déontologie. Retour sur cette cérémonie de remise de diplômes présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est avec Adi Atala et Younous Diatta. Ces récipiendaires étaient tous sur leur 31 pour recevoir leur parchemin. Après le stress et l'angoisse, place à la joie pour ces derniers qui bouclent 3 années de formation en journalisme. Un sentiment de satisfaction, d'avoir exercé le métier que j'ai plus aimé dans ma vie et satisfaction aussi d'être major de ma profession. Un sentiment de gratitude d'abord envers le Seigneur qui nous a permis de terminer la formation, mais également de fierté. Fierté d'avoir accompli la mission parce que ce n'est pas facile. Du chemin reste à faire, selon certains qui craignent l'étroitesse du marché de l'emploi, même si d'autres déclarent être insérés quelque part ou avoir des propositions. Il y a pas mal de gens qui m'ont contacté. Maintenant, c'est à moi de voir. Voilà. Et puis, je pense que l'insertion, c'est bien. Mais aussi, il faut avoir la motivation, l'amour de ce métier. J'essaierai peut-être de m'insérer dans mon ministère d'origine, à savoir le ministère de l'Éducation nationale. Mais maintenant, pour mes jeunes confrères, il s'agira que les professionnels comment dirais-je encore,
les chefs des organes de presse d'avoir confiance en eux. Des conseils, les récipiendaires en ont aussi reçu de leurs aînés, notamment Ibrahim Assar, le directeur du CESTI, qui les exhorte à ne pas céder au découragement et à la médiocrité. Le ministre Abdoulatif Coulibaly, lui, leur demande de mettre en avant l'éthique et la déontologie dans l'exercice de la profession. La différence entre le journaliste et le romancier, c'est que le romancier est un imitateur de Dieu parce qu'il se propose de créer un monde, un univers, de faire exister des vies, alors que le journaliste narre le monde, le raconte tel qu'il est. Le communicant met en mouvement une vérité unique. Alors que le journaliste, lui, c'est plusieurs vérités à la fois. Il n'a pas le droit d'altérer ses vérités, chacun sa vérité, il doit rendre compte de ses vérités. La cérémonie de remise des diplômes du CESTI a rassemblé des autorités de l'actuel comme de l'ancien régime. Une dizaine de nationalités composent la 43e promotion à l'UNFAL. Les récipiendaires, accompagnés de leurs proches, ont tenu tous à honorer de leur présence l'événement. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur Marie Théoniane exhorte les récipiendaires à faire de leur parrain un modèle, perpétuer la rigueur et le professionnalisme dont il a toujours fait montre dans l'exercice de la profession et ne pas céder à la facilité. Je vous propose de l'écouter. Je sais que notre pays peut compter sur vous pour lui assurer des informations justes et équilibrées, surtout en cette période dominée par le numérique, où l'on parle d'infobésité en référence au volume important et à l'intensité de la circulation d'informations de toutes sortes. C'est une occasion inouïe qui est donnée aux professionnels de se démarquer de ce flot inintelligible d'informations grâce à leur professionnalisme. Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires, je vous exhorte donc à faire preuve de professionnalisme à l'image de votre parrain, Feu Alioune Fall. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie Théoniane, a également émis le souhait d'introduire de nouvelles filières technologiques dans le programme du CESTI. Djemati Fall, fille du défunt parent Alioune Fall, dit toute sa satisfaction et son émotion de voir son père ressuscité, un acte noble qui rehausse l'école et la promotion qui ont pris l'initiative selon elle. Je propose de l'écouter. Un sentiment de fierté, de bonheur, de joie et également de reconnaissance vis-à-vis de la grande famille de la presse, vis-à-vis de mes collègues journalistes, et tous les métiers de la presse, les techniciens, les caméramans, les photographes, vis-à-vis de la communauté universitaire et de la presse en général, des journalistes en général. Donc un sentiment de fierté parce que ces qualités ont été rappelées ici par d'autres personnes que par moi. Et ces qualités ont été recommandées au sortant de la promotion Alioune Fall, ici même, par un homme que Alioune Fall avait couvé, dirigé, formé, en la personne de Mansour Sow. Mansour Sow, à qui je rends hommage d'ailleurs, parce que tout ce que Alioune Fall avait fait pour lui à l'ORTS, Et puis Alioune Fall, nous en parlons justement avec le portrait du parrain de cette 43e promotion du CESTI. L'homme fait partie des précurseurs du journalisme au Sénégal. Plus sur ce grand homme avec Ibrahima Kane et Younous Diatta. Sur cette photo, un homme qui aura fini de marquer le monde des médias. Feu Alioune Fall, un journaliste chevronné, une référence pour la presse sénégalaise, mais aussi pour sa progéniture. C'est une référence et nous essayons tant bien que mal à porter son nom. Ce qui était essentiel et important chez cet homme, c'est la dignité. C'était un homme franc. Alioune Fall était un homme juste, un père affectueux, qui ne vivait que pour ses enfants et qui ne vivait que pour sa profession. L'homme est né le 10 octobre 1929 à Diourbel. Il a fait ses études primaires et secondaires au Sénégal avant de s'envoler pour la France où il a fait ses études supérieures. Il a fait des études, de hautes études de journalisme
sciences politiques et de langues étrangères. Il a travaillé pour plusieurs organes. Après, il a pris ses fonctions à Brazzaville, où il était à Radio Brazza comme rédacteur en chef avant l'indépendance. Et il est revenu dans son pays en 1960 pour occuper le poste de rédacteur en chef à Radio Sénégal. Un homme de rigueur, un perfectionniste, un passionné du journalisme, autant de qualités qu'il faut retenir de l'homme. Il était exigeant pour les autres et il était exigeant pour lui-même. En tant que directeur en 1964, il allait toujours en reportage. Il montait lui-même ses éléments, il faisait lui-même ses enrobés, il faisait tout lui-même. C'était peut-être pour lui une façon de montrer l'exemple aux autres en disant « Ce n'est pas parce que je suis à la tête que j'ai oublié qui je suis. Je suis un professionnel du journalisme. » 17 décembre 1962, 17 décembre 2015, voilà 53 ans que le Sénégal a failli basculer dans le chaos. À l'époque, un conflit éclatait entre le président Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil du gouvernement. Une mésentente qui conduira au renversement du gouvernement de Mamadou Dia et à son arrestation. Retour en 1962 avec Chérif Dia. Des regrets après le clash. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. Je la regrette. Vous savez qu'il y a 17 ans que je suis lié Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia. Mamadou Dia, deux figures emblématiques de l'histoire politique du Sénégal, par ailleurs artisans de l'accession de son indépendance. Après celle-ci, en 1960, le Sénégal opte pour le régime bicéphale. Senghor est élu président de la République par un collège électoral pour une durée de 7 ans. Mamadou Dia, lui, est désigné président du Conseil par l'Assemblée nationale avec d'importants pouvoirs. Mais le bicéphalisme sera à l'origine de la brouille entre les deux chefs de l'exécutif qui va atteindre un point de non-retour le 17 décembre 1962. 2 jours plus tôt, le 14 décembre, des députés senghoristes déposent une motion de censure contre le gouvernement de Dia. La rencontre qui devrait se tenir à l'Assemblée nationale aura finalement lieu au domicile de Lamine Gueye, président de l'Assemblée nationale considéré comme un proche de Senghor. Mamadou Dia est renversé le 17 décembre. Il sera arrêté le lendemain avec 4 de ses compagnons, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye, Valdiodio Ndiaye et Alioune Sarr. Ils seront jugés en 1963 par la Haute Cour de justice et condamnés à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, entre autres. Dia va purger sa peine à la prison de Kédougou avant d'être gracié en 1974. Considérant le bicéphalisme comme une erreur, Senghor instaure le régime présidentiel avant de restaurer le poste de Premier ministre en 1970. Mais aux yeux de beaucoup d'observateurs, ces faits reprochés à Mamadou Dia n'étaient pas conformes à la réalité. Ce fut simplement un prétexte pour éliminer un homme porteur d'un projet ambitieux pour son pays. Aujourd'hui, malgré les regrets, les deux protagonistes sont partis, emportant avec eux la vérité qu'un procès n'a pas pu élucider. Le Sénégal, lui, continue de subir les conséquences politiques et économiques de cette crise de 1962. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. Je la regrette. Vous savez qu'il y a 17 ans que je suis lié à Mamadou Dia. C'est moi qui l'ai découvert. Chérif Dia, merci. En mot de santé dans ce journal avec le plaidoyer du Programme national de lutte contre la tuberculose, des mesures d'accompagnement dont la prise en charge des malades vivement souhaitées. D'après une enquête réalisée par le PNLT, la tuberculose sévit encore beaucoup en milieu carcéral. Résultat de cette étude, c'est avec Fatou Kinedem et Mohamed. Tiens. La prévalence de la résistance de la tuberculose a certes baissé, mais elle persiste chez les cas de retraitement. Une enquête révélée par le Programme national de lutte contre la maladie. Ce groupe a une résistance très élevée pratiquement dans tous les pays. Et on a vu que le Sénégal n'a pas échappé à cette situation. Qu'est-ce que cela implique comme stratégie? Cela veut dire que nous devons veiller quand même à ce que ces cas de retraitement diminuent considérablement. Ce sont des gens qui n'ont pas pris le traitement comme cela se devait.
Ils ont abandonné après 2 ou 3 mois de traitement. Les sujets les plus touchés par la tuberculose, la jante masculine, cela pour des raisons bien définies. Les hommes sont dans des situations à risque beaucoup plus élevé, surtout les risques environnementaux. Donc souvent les femmes sont dans les maisons, il y a l'air, il y a l'aération, il y a le soleil, mais les hommes sont dans les marchés, dans les ateliers de tailleurs, dans les ateliers de mécaniciens et souvent, ils sont dans des endroits clos. La prévalence est également importante en milieu carcéral avec 6,5%. La stigmatisation, l'abandon du traitement ou encore l'insuffisance du budget pour la prise en charge constituent déjà un frein. L'urgence, mettre également en place des mesures d'accompagnement. Nous allons proposer quand même qu'on intègre les cas de tuberculose MDR dans le programme de bourse familiale. Parce que c'est extrêmement important. Dans l'État du Brésil, on a intégré les tuberculeux MDR dans le programme de bourse familiale. Le programme national de lutte contre la tuberculose envisage par ailleurs de présenter l'enquête lors de la conférence régionale sur la tuberculose prévue à Liverpool. Et puis nous parlons de la FIDAK avec la journée dédiée à TSE célébrée lors de cette 24e édition de la Foire internationale de Dakar. Occasion pour le PDG de TSE de se prononcer sur l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, un objectif toujours atteignable selon Cher Amar, Chertidiane Dion et Mbisandoy. L'espace est bien occupé, 71 moissonneuses batteuses, une large gamme de matériel. L'exposition est assurée par TSE à l'occasion de la 24e édition de la Foire internationale de Dakar. Wante ñu ne mënuñu romb fi ñëw ci foire bi te rendre ñu hommage chef d'entreprise bu mag boo xam ne mi ngi yëngatu. On ne peut pas venir à la foire sans faire un tour au stand TSE, une entreprise spécialisée dans la modernisation de l'agriculture. Tout le monde s'accorde sur l'excellent travail qu'a l'homme d'affaires Cher Amar. Cette large gamme de matériel agricole nous vient du Brésil. L'autosuffisance alimentaire en riz à l'horizon 2017, un projet qui tient à cœur à Cher Amar. Entre 2015 et 2016, plus de 2000 matériels agricoles constitués essentiellement de moissonneuses batteuses et de semoirs seront réceptionnés. Cet effort consenti par les autorités entre dans le cadre de la modernisation de l'agriculture sénégalaise. Et puis, le matériel est subventionné, ce qui fait qu'il sera à la portée de tout un chacun. Le PDG de TSE promet de faire un geste à l'endroit des sinistrés du pavillon vert, réduit en cendres par un incendie d'une rare violence le week-end dernier. Parlons cinéma à présent. Les acteurs du secteur déclinent une nouvelle feuille de route pour l'élaboration du plan stratégique quinquennal de développement du cinéma et de l'audiovisuel. Cela après une étude menée par un cabinet d'experts pour diagnostiquer la filière. La restitution a eu lieu à la place du souvenir africain. Ibrahim Diouf. Après un diagnostic pour déceler tous les obstacles qui plombent l'envol du cinéma sénégalais et du secteur de l'audiovisuel, il fallait réunir tous les acteurs du 7e art et de l'audiovisuel pour partager les résultats et décliner de nouvelles orientations. Alors, suite à ce travail fouillé que nous avons fait ces derniers mois pour le compte du ministère de la Culture et concernant cette étude diagnostique et l'élaboration du plan d'action 2016-2020 pour le développement intégré du cinéma et de l'audiovisuel, il fallait présenter ce travail-là à l'ensemble des acteurs et recueillir aussi les avis des uns et des autres pour parfaire le document. Pourquoi l'étude que nous avons lancée et commanditée vise à donner un cadre prospectif, donc la durée c'est pour une exécution pour les 5 ans à venir, un cadre prospectif mais planifié. Parce que ce qu'on constate dans la culture, les actions sont tellement éparses, on constate le pilotage à vue, les choses ne sont pas mesurées, l'impact économique n'est pas perçu. Le cinéma sénégalais a besoin d'un nouveau souffle, ce qui demande l'engagement de tout un chacun. À la direction de la cinématographie qui doit muter pour devenir un véritable
instrument de politique cinématographique dans le sens d'une structuration économique et financière du secteur. Parce que parler d'économie, ce n'est pas que le fait de rentabiliser l'argent. Le fait d'éduquer, c'est de faire de l'économie. Le fait de transformer des mentalités, c'est aussi faire de l'économie. C'est pourquoi le cinéma a cette capacité de faire tout cela, de mobiliser, d'aider à la cohésion, de rendre visible notre pays. Et tout cela, si on le quantifiait, vous verrez que l'industrie cinématographique est 4 fois plus importante même que les industries du secteur primaire. Après une grande réflexion sur le cinéma et sur l'audiovisuel, le moment est à l'élaboration du plan stratégique quinquennal du développement intégré du cinéma, sans oublier également le secteur de l'audiovisuel sénégalais. Ce jeudi, le dossier santé s'intéresse à l'excision, cet acte de chirurgie génitale encore pratiqué au Sénégal et non sans conséquences sur la santé des jeunes filles victimes de cette pratique. Une pratique qui continue clandestinement à être menée au Sénégal. Des femmes excisées rencontrées au quartier Rebeuss se sont confiées à nos reporters Mame Biram Diouf et Mardia. Kumba Adama Tagourla a subi l'excision. Aujourd'hui, elle condamne cette pratique. C'est une pratique courante dans notre famille. C'est la tradition qui nous l'impose. Nous sommes tout couleurs. Quand une femme n'est pas excisée, une fois mariée, elle est obligée de se faire exciser. Sinon, quand elle vous offre de l'eau, cette eau n'est pas bonne à boire. Elle est impure. L'excision est une pratique ancrée dans la tradition, savoir que plus de 130 millions de femmes et de filles sont touchées dans le monde écœure, d'autant plus qu'elle porte atteinte à la santé de ces personnes. Vous savez que cette zone qu'on enlève, c'est une zone qui est très riche en vaisseaux sanguins. Donc le fait d'enlever cette zone entraîne des hémorragies et l'hémorragie elle est mortelle. Il y a aussi la grande complication qui est donc une conséquence de l'excision, la fistule obstétricale. Et beaucoup de femmes souffrent de cette fistule. L'excision a disparu même chez nous, au Fouta, parce que les gens ont compris que c'est néfaste. Certaines femmes meurent du fait de cette pratique. Mariam Kumba Tagourla, elle, n'y voit aucun inconvénient. Il n'y a aucun mal à exciser, je n'y vois vraiment pas de problème. Moi, je n'en souffre pas et je suis prête à faire exciser ma fille. Je pense qu'on devrait se passer de cette loi. Et pourtant, la loi qui réprime l'excision, votée depuis 1999, prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. La dénonciation au moins efficace de lutte. Parce que quand on ne dénonce pas, on ne saura pas ce qui se passe. Les services compétents de la justice ne peuvent pas agir s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est une pratique à bannir. C'est un aspect de la tradition qui ne crée que des problèmes. Autre combat à mener, c'est contre la médicalisation de l'excision. Ces femmes qui continuent la pratique vont aller s'adresser par exemple à un agent de santé, pensant que si c'est fait dans un milieu salubre, sain, il n'y aura pas de conséquences. Alors ils se trompent. Les agents de santé disent que ce n'est pas un vrai agent de santé qui le fait, parce qu'ils savent que c'est interdit par la loi. Les mutilations génitales féminines condamnées, l'excision est un frein au développement quand on sait que des milliers de vies sont sacrifiées. Mame Biram Diouf, c'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci chère Tidiane. Allez, à bon repos et prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Mais la suite de la...